Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Si je vous disais qu'une femme est partie de chez elle, en abandonnant tous ses vêtements, son manteau de fourrure, son nécessaire de maquillage et ses bijoux, vous ne me croiriez pas. Et si j'ajoute qu'elle est partie en laissant tout son repassage en train, vous le croirez encore moins. Bien plus, vous trouverez la chose extraordinaire. Et c'est bien normal. Donc une femme a disparu. C'était aux Amériques, il n'y a pas si longtemps, et je n'ai pas le droit de prononcer ici les noms. Par contre, New York est suffisamment grand pour que l'anonymat y trouve son compte. Nous sommes donc à New York, dans le quartier de Manhattan. Une femme marche dans New York, 2 jours à peine après l'assassinat du président Kennedy. Le monde entier a encore les yeux braqués sur ce petit film fascinant que les télévisions passent et repassent en le noyant de commentaires affolés. Un président, un homme jeune, meurt au ralenti dans toutes les vitrines des magasins, dans tous les halls d'hôtels, dans tous les snack-bars. Il meurt des millions de fois sur des millions de téléviseurs devant des millions de regards. Cette femme qui marche dans Manhattan, nous ne la verrons pas longtemps. Nous ne sommes même pas sûrs de la voir. Nous n'avons qu'un témoin, un marchand de journaux qui dit l'avoir aperçue sortant de chez elle et passer devant son kiosque. Il dit qu'il en est sûr. Si c'est le cas, nous avons 30 secondes de certitude. Mildred est sortie de chez elle. Ceci ne nous apporte rien, sinon une complication supplémentaire dans l'enquête ultérieure. Enfin, admettons que Mildred marche dans les rues de New York ce jour-là. Qui s'en inquiète? Son mari peut-être. Un drôle de mari. Une armoire à glace de mari. Un Allemand de 100 kilos. C'est Fritz. Il a 50 ans. C'est un ancien prisonnier de guerre. De France, il a gagné les États-Unis et plus ou moins changé de nom, mais pas de tempérament. Vous savez, il y a comme cela des êtres qui sont extérieurement et physiquement ce qu'ils sont intérieurement et moralement. Fritz est une brute, au visage lourd et aux membres épais. Il aime la violence, la cultive. Il l'exprime continuellement sous le moindre prétexte. Quand il demande à boire, c'est en tapant sur la table avec son verre. Quand il dit bonjour, c'est en cognant sur l'épaule de l'autre. Quand il rit, c'est un tonnerre. Et quand il parle, il gueule. Ah oui, ça, il gueule, il n'y a pas d'autre expression. Ce drôle de mari ne vit plus avec sa femme depuis plusieurs mois. Depuis une dernière et ultime bagarre conjugale. Il a fait sa valise et il a disparu dans New York. On est au courant de cette dernière bagarre dans l'immeuble où Mildred habite seule désormais. Pour simplifier, disons que Fritz a traité une dernière fois sa femme de putain, pardonnez-moi, et a disparu. Mildred mérite-t-elle ce petit nom assorti d'un grand P? Indiscutablement. Ancienne barman, prise à 20 ans dans l'engrenage de la prostitution organisée, Mildred a fait partie longtemps de cette corporation. Jolie, ronde, rousse et assez élégante, on ne l'a pas mise carrément sur le trottoir, mais elle a servi d'égérie à plus d'un gangster d'occasion. D'autre part, son métier de barmaid à Manhattan lui procurait des occasions qu'elle ne refusait pas, bien entendu. Alors est arrivé l'énorme Fritz. D'une poigne de fer, il s'est adjugé Mildred et a déclaré « Je t'épouse. Je te sors de ce milieu pourri, je fais de toi une femme honnête. Tu m'aimes, tu m'obéis, et si je te vois avec un autre homme, je casse tout, et toi avec. » On ne peut guère être plus clair. Ce beau mariage dure cependant près de 10 ans. Mildred se range, Fritz ne boit plus. Et puis Fritz se remet à boire et à taper sur la table. Il soupçonne Mildred de relations extra-conjugales à tort ou à raison. Bagarre, scène à répétition, puis rupture. Mildred vit seule depuis près d'1 an. Et depuis près d'1 an, nul n'a revu le vilain Fritz à Manhattan. Au moment où s'ouvre ce dossier extraordinaire, nous sommes donc le 24 novembre 1963, 2 jours après l'assassinat du président Kennedy. Aucun rapport, évidemment, si ce n'est l'ambiance particulière qui règne aux États-Unis à cette époque.
L'appartement de Mildred est vide, mais vide de sa présence seulement. Les meubles sont là, ses vêtements aussi. La salle de bain présente le léger désordre habituel. La cuisine n'est pas rangée. Il y a des assiettes sales dans l'évier, une poubelle non vidée et sur la table, une pile de linge à repasser. Le fer est à côté, débranché. Le réfrigérateur est plein de victuailles. Un mois passe. La porte est enfermée à clé normalement, et aucun bruit, aucune odeur suspecte n'ayant attiré l'attention des voisins, on pense dans l'immeuble que Mildred est partie en voyage. Or voici que sonne à la porte un homme. C'est le frère de Mildred. Comme il n'a pas vu sa sœur depuis longtemps, qu'il n'en a pas de nouvelles, il vient voir comme ça en passant ce qu'elle devient. Pas de réponse. Alors il ouvre avec un double des clés qu'il possède depuis longtemps, du temps où il venait passer le week-end chez sa sœur, et il fait le tour de l'appartement. Il voit la vaisselle dans l'évier, le linge et le fer à repasser. Il pense que Mildred est sortie, il pense aussi que son mari est revenu, car sur la table à repasser, étalée bien à plat, il remarque une chemise d'homme au large col, un col de la dimension du cou de Fritz. Alors il repart et puis il revient quelques jours plus tard. Mais le décor n'a pas changé. « Tiens, se dit le frère, ma sœur en a eu marre. Elle a dû faire ses bagages. Fritz a dû revenir, les bagarres ont dû recommencer et elle est partie en claquant la porte. Elle a bien eu raison, ce type est impossible. » Il ne s'inquiète pas outre mesure. Mildred n'a jamais eu l'habitude de tenir sa famille au courant de ses déplacements. Même ce départ précipité ne lui apparaît pas comme anormal. Simplement, il va s'employer à débarrasser l'appartement petit à petit. Il évacue les meubles chez ses parents, disperse le linge, fait des cartons de tous les bibelots, bref, déménage, puisque l'appartement est en location et qu'il faut bien le libérer. Au bout de quelques mois, cependant, le frère de Mildred fait une demande de recherche dans l'intérêt des familles. Et c'est là qu'on s'aperçoit d'une chose troublante. Plus de Mildred, mais plus de Fritz non plus. On retrouve la voiture du mari abandonnée dans un quartier éloigné. Elle est là depuis longtemps. Ensuite, dans une consigne de gare, on retrouve une valise, celle de Fritz. La valise que Mildred lui avait préparée le jour de leur rupture, et on l'avait vu partir avec. Je vous rappelle que cette rupture se situe 1 an avant la disparition de Mildred. Rôle d'affaire. Fugue et double fugue. Ou suicide et double suicide. Ou enlèvement et règlement de compte. Meurtre et double meurtre. Espionnage. Une perquisition dans l'appartement est pratiquée sans grand espoir. Des enquêteurs le retrouvent dans l'état où l'a laissé le frère de Mildred, vide et sale. Il n'y traîne que de vieux papiers d'emballage, et tout cela sur un tapis de poussière. Aucun espoir d'un indice quelconque. D'ailleurs, préoccupée par les morts en série qui font suite à l'attentat de Dallas, la police a autre chose à faire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Pour prendre l'enquête par un bout et retrouver au moins l'un des 2 disparus, la police se décide à faire appel à la presse. Fritz, le mari, est l'objet principal de cette recherche, pour plusieurs raisons. On le soupçonne bien sûr, et aussi parce que sa piste est plus intéressante. Voiture, valise et 2 séjours dans des hôtels différents sous un nom d'emprunt. Chance pour la police, un homme reconnaît Fritz sur la photo parue dans les journaux. Par lui, on remonte jusqu'à une femme. C'est la maîtresse de Fritz. Et voilà Fritz, confortablement installé dans un appartement de West Side, chômeur. Il accueille les policiers avec un flegme étrange chez un violent tel que lui. Je vous attendais. D'ailleurs, je m'apprêtais à aller vous voir. J'ai lu les journaux, alors... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Eh bien, c'est bien entendu à lui de le raconter, sa version est simple. Il n'a pas revu sa femme depuis plus d'1 an, depuis leur fameuse rupture. Ce soir-là, il s'est rendu compte, dit-il, que Mildred avait repris son métier. Son sac était bourré d'argent et son corsage aussi. Alors, tout simplement, il lui a administré une dernière volée et puis il est parti. Qu'il ait profité de cet argent, c'est sûr. Mais, quand on est chômeur,
fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Qu'il ait abandonné sa valise à la consigne n'a rien d'étonnant. Une valise minable, avec pas grand-chose dedans. Qu'il ait habité dans un hôtel sous un autre nom, c'est sans importance, dit-il. Il a 2 noms, un allemand et un américain. Il se sert de l'un ou de l'autre sans y penser. Quant à sa voiture, il l'a abandonnée parce qu'il ne pouvait plus payer l'assurance. Et c'est vrai. Pourquoi y avait-il une chemise à lui dans l'appartement? Ben ça, il l'ignore. Oh, une vieille, sans doute. Que pense-t-il de la disparition de sa femme? Oh, à son avis, c'est une histoire de traite des blanches. Mildred avait quitté le circuit de la prostitution pour se marier, et depuis, elle subissait des pressions de tous les côtés. Quand on a plongé une fois la tête dans ce circuit, on ne s'en sort jamais. D'ailleurs, Mildred le menaçait toujours de signer un contrat pour le Liban. Si ça se trouve, elle y est au Liban. Que la police la cherche par là. Précisons bien la situation. Même si tout le monde pense que Mildred est morte, il n'y a pas de cadavre. Or, sans cadavre, pas d'assassin. Et les policiers s'en retournent. Ils reviennent interroger Fritz, et s'en retournent à nouveau. Il n'y a rien à faire. Sa position est immuable. Il sent bien qu'on le soupçonne, mais il ne s'énerve pas. Au contraire, le voilà qui affirme « Après tout, c'était quand même ma femme. Je vais chercher de mon côté. » À bout de ressources, la police l'enferme. Le délai de garde à vue expire. Et rien. L'inspecteur chargé de l'enquête est persuadé que Fritz a tué sa femme. Il en est sûr. Sûr comme 2 et 2 font 4. Ce sont des choses qui ne se discutent pas. Mais pas le moindre bout de preuve, rien qu'une certitude. L'affaire retombe dans l'oubli. 2 années passent pendant lesquelles Fritz disparaît à nouveau de la circulation. Il en a le droit. La mort dans l'âme, la police a mis de côté l'affaire Mildred. Aucun cadavre n'ayant pu s'identifier à la disparue. Un monsieur qui repeint son appartement parce qu'il le trouve sale. Rien de plus classique. Douglas Miller est un Américain bien tranquille, nanti d'une femme, de 2 enfants et d'un chien. Il est petit fonctionnaire à l'ONU. Depuis 1 an et demi qu'il habite cet appartement, il se promet tous les week-ends de repeindre la salle de séjour. Et tous les week-ends, il se trouve une excuse. Mais cette fois, Douglas Miller est au pied du mur. Tout le samedi, il gratte et lessive sous l'œil autoritaire de sa femme. Ah, il voudrait bien échapper au plus dur, mais elle ne veut rien savoir. Cette espèce de bibliothèque en contreplaqué dans la niche, à droite de la cheminée, l'a toujours énervé. Un vrai nid à poussière. Enlève-moi tout ça. Quand tu auras dégagé la niche, on y mettra la télé. Douglas Miller n'a plus qu'à obéir. À 4 pattes, le voilà qui arrache le contreplaqué. Une sorte de bas de caisse, ça résiste. Douglas n'a fait qu'une petite ouverture par laquelle il engage son bras. Il y a un grand vide derrière le contreplaqué. Douglas tâte, il sent quelque chose de bizarre sous ses doigts. Oh, un tas de vieux vêtements ou de chiffons, sûrement. Ah, il s'en souviendra longtemps, Douglas Miller, du jour où il a repeint son living room. C'est ce jour-là qu'il a découvert une momie. Une momie du XXe siècle, d'environ 4 ans d'âge. Il ne reste sur le corps desséché qu'une touffe de cheveux, un bas serré autour du cou, une robe noire, une paire de chaussures et un sac avec des papiers d'identité. Le corps de Mildred est impressionnant. Le manque d'air en a fait une sorte de Ramsès II moderne, devant lequel les médecins légistes sont perplexes. Heure et jour de la mort. Bon. Allez donc savoir. Cause de la mort. Apparemment le bas autour du cou, mais il peut s'agir d'une mise en scène. Ah, bien entendu, on recherche à nouveau le mari, Fritz. On le trouve d'ailleurs. On l'appréhende. Et on l'enferme de nouveau. À présent, l'inspecteur a un cadavre. Et la seule personne qui, de l'avis de tous, est immobile, c'est lui. Le mari violent et jaloux. Il battait sa femme. Elle avait peur de lui. Tous les voisins le confirment. Depuis qu'il était parti, Mildred n'était plus la même. Elle semblait redouter quelque chose. Fritz prétend qu'elle redoutait ses anciens souteneurs. Le frère de Mildred
prétend qu'elle redoutait Fritz. Le juge d'instruction recueille le témoignage d'un couple qui a connu Mildred pendant cette période. Ils ont appris l'histoire par les journaux et se présentent spontanément pour déclarer « Un jour, Mildred nous a dit « Tu vois, si on retrouve un jour mon cadavre, l'assassin, il sera facile à identifier. » Et voilà le juge persuadé à son tour, convaincu comme l'inspecteur, que Fritz a tué sa femme. « Mais je l'ai pas tué. Mais si je l'avais fait, je l'aurais pas enfermé là pour qu'on la trouve un jour ou l'autre. Ou alors, je n'aurais pas laissé ses papiers. Je vous dis qu'elle s'est fait avoir par un type de la mafia. Mais pourquoi la valise à la consigne? Pourquoi la voiture abandonnée? Pourquoi changer d'identité? Mais ça n'a rien à voir. Je me suis déjà expliqué. Vous avez tué votre femme par jalousie. Je lui ai cogné dessus par jalousie, et puis je suis parti avec une autre femme. Je vivais avec elle depuis 1 an quand Mildred a soi-disant disparu, et je me moquais bien de ce qu'elle pouvait devenir. Pendant 2 ans, Fritz tient bon. C'est un duel entre le juge et lui, une lutte personnelle. L'un dans sa prison, l'autre dans son bureau. L'un faisant venir l'autre dans sa prison pour dire « C'est quand que vous me relâchez, juge ?» L'autre faisant venir l'un dans son bureau pour répondre « Vous avouez quand, Fritz ?» Mais Fritz est un géant sans faille. Le juge s'en aperçoit tous les jours un peu plus. Pas de nerfs, de la violence à l'état pur, pas de cerveau, une machine à dire non. Toutes les ressources de la psychologie, toutes les astuces de la science criminelle, toute l'intelligence du magistrat instructeur se cognent et s'écrasent lamentablement sur cette montagne appelée Fritz. S'il a tué sa femme, on en vient à penser qu'il a accompli ce geste comme un rouleau compresseur nivelle un talus, sans autre explication que de niveler un talus. Il a bien fallu quelques années plus tard, oui, il a bien fallu délivrer un non-lieu au rouleau compresseur. On l'a cherché partout pour lui signifier son état d'innocent officiel. Mais on n'a jamais pu car le rouleau compresseur avait disparu. Il était peut-être le seul innocent officiel du monde qui n'avait pas besoin qu'on le lui dise. Ou bien le seul coupable qui s'en moquait éperdument. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. À la nuit tombante, le 6 décembre 1928, un jeudi, Alexandre Guibal, chef de la 9e brigade mobile, quitte Marseille pour parcourir en auto les 100 km qui le séparent de Valençol, où le parquet de Digne lui ordonne de se rendre de toute urgence à la suite de la découverte de 5 cadavres. Taille moyenne, solide, visage énergique, vêtu d'un pardessus beige, toute sa vie, Alexandre Guibal sera ému à l'évocation du spectacle effroyable qui l'attend à son arrivée sur les lieux en pleine nuit. Au bout d'un chemin de terre battue, qu'on imagine une rustique demeure campagnarde, constituée par un assez grand bâtiment, avec des dépendances vétustes et s'élevant en pleine solitude. C'est la ferme des Courlis, à 4 kilomètres de Valençol. Une vision d'épouvante éclairée seulement par des phares d'automobile. La suite de notre dossier, pour être appréciée, en nécessite une sommaire description. Dès la porte, le commissaire Guibal manque se heurter à un corps étendu sur le plancher. Replié sur lui-même, les bras, comme dans un geste de défense, cachant une partie du crâne à moitié défoncé, c'est le cadavre du domestique Amodric, reconnu par les cultivateurs des environs. Un peu plus loin, couché sur le dos,
la face tuméfiée mais conservant une expression d'épouvante, la fermière, Madame Richaud. Tout à côté, sa tête éclatée comme une grenade trop mûre, le plus jeune fils. Il n'avait pas encore 4 ans. L'aîné, 10 ans, est étendu sur le ventre, le crâne ouvert également. Un désordre qui dénote la violence des attaques et des tentatives de défense. Chaises brisées, dont celle du bébé, haute et transformable, des ustensiles divers éparpillés à terre, de gros cailloux ensanglantés près des cadavres, partout du sang, les murs eux-mêmes en sont maculés, une horreur. C'est à peine si le commissaire échange quelques mots avec les gendarmes en quittant ce charnier pour se rendre derrière le bâtiment sur le fouloir à grains où le père a été découvert. Une barge soulevée laisse apparaître le corps du fermier, M. Richaud. La tête couverte de sang montre un énorme trou à la nuque. Il tient encore dans sa main une lampe tempête. Un chien grogne. Apeuré par la présence de tant de monde, il revient auprès du cadavre dès qu'on s'en éloigne, se refuse aux caresses et semble désirer qu'on le laisse pleurer en paix. C'est un petit ami du garçonnet de la famille de 10 ans qui, ce jeudi, ayant vainement appelé son camarade et guidé par les hurlements du chien, a découvert le cadavre du père sous la bâche. Les premiers médecins venus sur les lieux concluent, après un rapide examen, que les 5 victimes ont succombé à la suite de coups portés avec des bâtons, des pierres et des objets en fer. Ils estiment que le ou les assassins ont dû s'acharner avec une férocité inimaginable pour exterminer tous ces malheureux. Enfin, ils sont d'avis que la mort doit remonter à 3 jours au moins. L'horrible besogne accomplie, on a pillé la maison, vidé les meubles de leur contenu, éventré les matelas, tout répandu par terre. La vaisselle n'est pas lavée, une marmite est encore à demi remplie de potage, donc c'est à peine le repas terminé que les victimes ont été surprises. Le nombre de couverts correspond à celui des habitants, un verre en plus cependant. Repas du soir, certainement, puisque le père avait la lampe tempête pour se rendre sans doute à la grange lorsqu'il a été surpris par son meurtrier. Le fermier a ses habits du dimanche, donc le massacre a été accompli le dimanche, sitôt après le repas du soir, entre 19 et 20 heures. En fait, le ou les assassins doivent avoir 4 jours d'avance sur le commissaire Guibal. Un redoutable handicap en l'occurrence. Mais je vous le dis tout de suite, la police pourra remonter ce handicap. Mais quelle stupeur au bout de l'enquête. Encore un type de criminel inattendu qui manquait dans nos dossiers extraordinaires et que Jacques-Antoine nous propose aujourd'hui. Deux heures de repos et à 7 heures, le commissaire Guibal commence ses recherches en très étroite collaboration avec les gendarmes de l'endroit. Oh, tout le monde a vu des suspects. Qui un, qui deux, un grand et un petit. Pour les uns, le plus âgé pourrait avoir 30 ans, pour d'autres 50. Pour les uns, il a l'accent étranger, pour d'autres, il parle le patois de la région. Ils sont blonds, ils sont bruns, portent par-dessus, n'en portent point, etc. Il convient d'envisager toutes les hypothèses, même celle d'une sorte de folie colérique, à la suite d'une simple dispute pour de banales questions de fermage ou de clôture. Les traces de pillage peuvent ne constituer dans ce cas qu'une mise en scène pour égarer les soupçons. D'autant que des malfaiteurs venus avec la nette intention de voler seraient venus armés et n'auraient pas tué avec des bâtons et des cailloux. D'autre part, pourquoi se serait-il acharné à tuer à coups de cailloux un bébé de moins de 4 ans et un gosse d'une dizaine d'années, sinon parce qu'ils étaient connus des enfants et qu'ils se sont crus obligés de les supprimer de peur qu'ils les dénoncent. Cependant, le lendemain, le médecin légiste retire des corps de monsieur et madame Richaud et de leur domestique à Modric des balles de 7,65. Les enfants, eux, ont été assommés avec les gros cailloux trouvés ensanglantés à leur côté sur le plancher. Cette découverte laisse supposer qu'on est venu voler, mais bien décidé à ne pas reculer devant le meurtre pour y parvenir. Et l'assassinat des enfants indique bien que les jeunes victimes connaissaient le ou les meurtriers. Il faut donc localiser les recherches parmi les gens ayant fréquenté la ferme et ses habitants. S'il n'est pas possible d'établir le montant du vol ni la nature des objets qu'on a pu emporter,
le domestique à Modric possédait une bicyclette qu'on ne retrouve nulle part. Le criblage opéré parmi les relations des victimes ne donne aucun indice. En ce qui concerne les employés à la ferme durant les dernières années, 4 noms sont retenus, mais l'examen au fichier ne révèle aucun antécédent les concernant. Pourtant, Guibal, le commissaire, est très intrigué par la personnalité éventuelle du ou des assassins. Qui peut être ce monstre ou ces monstres? Chers amis, il est bien loin d'imaginer la vérité. Alors commence une chasse effrénée. Le commissaire retrouve un changeur, terrifié, qui finit par donner le signalement de 2 garçons qui ont échangé quelques pièces d'argent et une de 10 francs en or lundi matin 3 décembre. Ils avaient des pantoufles usagées et l'un d'eux devait s'appeler Amodric Louis, c'est ce qui était marqué sur sa bicyclette. Or, c'est la bicyclette volée au malheureux Amodric, le domestique assassiné. Les inspecteurs, mettant le village sans dessus-dessous, finissent par découvrir, dans une grange ouverte à tout venant, des papiers déchirés au nom de Richaud et enfin, la bicyclette. Les 2 bandits ont certainement passé la nuit de dimanche à lundi dans cette grange. Cette fois, le signalement est suffisamment précis pour que Guibal ne retienne qu'un seul des suspects figurant sur sa liste. Mais comment se procurer une photographie qui permettrait de le retrouver plus vite? À la gare de Volx, les enquêteurs découvrent la trace des suspects. Là, ils ont pris un petit déjeuner. Là, ils ont déjeuné. Ici, ils ont pris le train. Là, ils sont descendus. Ailleurs, ils sont remontés dans un autre train. Ainsi, le commissaire les suit-il pas à pas pendant 3 jours, apprenant en cours de route l'état civil de l'un d'eux, le plus grand, l'ancien domestique des Richaud, un dénommé Huguetto Jules Baptiste, né à Loris, dans le Vaucluse, le 6 décembre 1910. Il n'aurait donc que 19 ans. Voilà donc le commissaire, après 3 jours de poursuite, vers 9 heures, sur la place de Loris, sous une pluie battante. Le maire du village, catastrophé à l'idée qu'un enfant du pays pourrait être le monstre que toute la France recherche pour le quintuple assassinat de Valençol, se met en 4 pour les aider. Hélas, la famille de Huguetto a quitté le pays et les recherches à l'état civil ne donnent rien. Cette fois, la trace est perdue. Les policiers font vraiment pitié. Harassés, après 2 nuits sans sommeil ou presque, l'esprit continuellement tendu, nourri de quelques sandwichs avalés en vitesse, couverts de boue, trempés, gelés, et à tout point de vue dans un état lamentable. Il leur faut absolument se reposer et manger. Toujours sous une pluie battante, Alexandre Guibal rentre dans la boulangerie pour acheter un pain. Le boulanger le reconnaît car il a été boulanger à Marseille. « Tiens, monsieur Guibal. Et alors? Alors comme ça vous recherchez les bandits de Valençol? Ah oui. Bien un témoin qui serait intéressant à attendre. Vous le connaissez peut-être, il était né ici, un certain Huguetto. Jules? Ah, diable si je le connais, mais il y a longtemps qu'il n'habite plus ici. Cependant, je l'ai rencontré, peut y avoir 15 jours. Bon oui, 15 jours à peine dans le train. Il allait à... je ne me souviens plus du nom. Il m'a dit qu'il travaillait dans les mines. À la Grande Combe? Ma foi. J'y ai pas porté attention. C'est un endroit où il y a des mines, c'est tout. Guibal retourne à la gendarmerie porteur d'un pain. Les gendarmes apportent du fromage, du saucisson et une bouteille de bon vin. Le commissaire téléphone alors à la gendarmerie de la Grande Combe et demande le brigadier. Voilà, dit-il, il s'agit d'une affaire grave. Nous pensons que les auteurs de la boucherie de Valençol sont chez vous. Ils doivent travailler dans les mines. Vous devez les trouver soit dans un hôtel, soit chez un logeur. Peut-être sont-ils logés par l'organisation minière, mais ça m'étonnerait. Ils sont peut-être même encore dans un restaurant ou dans un bistrot. S'ils vous voient, ils vont se méfier. Je sais que ce que je vous demande est presque impossible, mais essayez quand même. Il faudrait, comme par hasard, par le plus grand des hasards, emmener l'un d'eux pour une vérification. Le plus grand, pour une vérification de sa situation militaire. Le plus petit, il paraît qu'il a un accent. C'est peut-être un étranger, alors vérification de ses papiers d'étranger. Ayez l'air de vous en prendre qu'à l'un d'eux, et faites un cirque terrible pour qu'ils finissent par croire que vous n'en voulez réellement qu'à leurs papiers. Ah, pour vous aider un détail. Ils ont des pantoufles. Il faut les garder chez vous jusqu'à ce que j'arrive. Mais quand? Bien, j'espère être là vers 3 heures du matin. Au bout du fil, le brigadier, stoïque, bien qu'éberlué et inquiet de la difficulté et l'importance de la mission, dit simplement « Parfait.
Enfin, le commissaire Guibal va peut-être se trouver face à face avec les deux monstres. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Au milieu de la nuit, le commissaire Guibal, accompagné de quelques inspecteurs, entre à la Grande Combe. Le calme le plus complet règne dans la rue déserte. Devant la gendarmerie, un gendarme leur dit simplement « Ils sont là ». Qui pourrait se douter, à voir la grande bâtisse tranquille, que les abominables criminels qui ont soulevé un mouvement d'horreur général dont toute la presse française réclame l'arrestation et le châtiment, se trouvent là. Lorsque le commissaire entre dans la caserne, le brigadier lui explique qu'il a dû se livrer à une comédie incroyable pour faire croire aux deux jeunes gens qu'il voulait simplement interroger Huguetto sur sa situation militaire. Au départ, ils ne l'ont pas cru, bien qu'ils aient été obligés de faire semblant d'y croire. Puis, là, il a fait le simulacre de téléphoner au bureau du recrutement militaire, où le responsable était soi-disant absent. Il fallait attendre qu'il rappelle. Alors, en attendant, il a fait semblant de découvrir que les papiers du plus jeune n'étaient pas en règle. En effet, c'est un jeune Polonais de 15 ans et demi. Alors, il a fait semblant d'appeler l'ambassade de Pologne. Heureusement que le commissaire est là, il ne sait plus quoi faire pour les retenir maintenant. Est-ce qu'il se méfie? Ah, au début, oui, mais maintenant, j'ai fait un tel cirque que le plus vieux a l'air de tomber dans le panneau, mais le plus jeune n'a pas l'air rassuré. Il ne suffit pas, chers amis, pour un policier de mettre la main sur le coupable. Il faut des preuves et surtout des aveux. Or, obtenir des aveux, autrement que par la force brutale, c'est tout un art. Certes, le commissaire a sous la main les deux coupables, mais alors que s'il s'y prend bien, il peut obtenir leurs aveux en quelques instants. S'il s'y prend mal, ils peuvent nier et s'enfermer dans des dénégations qui peuvent durer des heures, des jours et même, comme cela arrive souvent, toute la vie. Dans le premier cas, au procès, tout sera net. Les jurés n'auront qu'à débattre de la peine à leur infliger. Dans le second cas, les mêmes jurés devront d'abord essayer de savoir s'ils sont oui ou non coupables, s'ils ont droit au bénéfice du doute, etc. Alors que pour le commissaire, il n'y a aucun doute. Quel genre de type demande le commissaire? C'est un petit couple. Pardon? Ben oui, c'est un petit couple. C'est-à-dire, vous m'avez bien compris, c'est un couple. Le plus grand est costaud, brutal. Le plus petit, le Polonais, un blondinet avec l'air doux. Vous voyez le genre? Je vois. Un policier peut parfois se comparer à un comédien. Il doit jouer la comédie, se transformer, adopter des attitudes, s'adapter, savoir travestir sa pensée. Il lui faut de l'aplomb, car la timidité est une sérieuse entrave. Il lui faut savoir organiser une mise en scène. Il n'est pas exclu qu'il y ait, chez un bon policier, comme chez un comédien, une certaine dose d'exhibitionnisme. Le commissaire Guibal décide de s'occuper d'abord du plus grand, l'ancien valet de ferme. Pour cela, il choisit d'utiliser une certaine mise en scène pour tenter d'obtenir ses aveux, car il doit songer que le criminel se méfie, qu'il s'est préparé, qu'il attend de pied ferme la suite des événements. La façon de l'aborder est donc capitale. Il faut le surprendre, le désarçonner. Mais la brutalité ne suffirait pas. Il faut trouver des mots logiques et simples, mais auxquels il ne s'attend pas, qui vont le mettre en état d'infériorité et, si possible, le culpabiliser à tel point que le rôle qu'il a certainement prévu de jouer soit intenable. Alors le commissaire Guibal se fait expliquer exactement la position d'Huguetto dans le bureau où il attend. Il se tient, paraît-il, assis sur une chaise juste au milieu de la pièce, mais il y a un fauteuil entre lui et la porte. Alors le commissaire demande que, sous un prétexte de lui proposer du café, par exemple, on écarte le fauteuil. Lorsque c'est fait, comment est-il habillé? Avec un genre de treillis. A-t-il une casquette? Il l'a retirée, il a les cheveux très longs. Alors le commissaire prend une respiration, ouvre brusquement la porte, en quelques enjambées, il est sur la silhouette figée de stupeur. Il saisit Huguetto par ses cheveux longs et drue et s'écrie « À genoux, misérable !» Puis, le secouant fortement pour le forcer à se mettre à genoux, « Demande pardon pour les gosses! Pour les gosses, vite! Ou je t'emmène à Valençol! La foule t'attend pour t'étrangler! Allons! Demande pardon, vite !» Alors là, chers amis, suit un court dialogue dont vous apprécierez, j'espère, la monstrueuse saveur. « Tu vas dire la vérité, hurle le commissaire! C'est la seule façon dont tu peux te racheter !» À genoux, les mains jointes, d'un ton larmoyant, le monstre dit alors « Je voulais pas, monsieur. Oh oui, je vais tout vous dire.
Je suis un malheureux. Nous allons voir si tu vas dire la vérité comme vient de le faire ton petit ami. Je vous assure que je ne voulais pas, monsieur. Je voulais pas tuer les petits. Je voulais seulement un peu d'argent pour des habits. Pour que le petit Polonais soit plus joli. Un commissaire de police en entend des vertes et des pas mûres, mais le commissaire Guibal reste tout de même pantois pendant quelques secondes. Ainsi, ces 5 malheureux ont été horriblement massacrés pour que le petit Polonais soit plus joli. Mais le commissaire Guibal n'est pas au bout de ses étonnements. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Huguetto a signé ses aveux, le petit Polonais admet qu'il était à Valençol au moment du crime, mais prétend n'y avoir pas participé. Alors, quelques jours plus tard, dans la maison même où a eu lieu l'horrible carnage, il est procédé à une reconstitution. Inutile de s'appesantir sur les détails. Imaginez simplement les 2 monstres ergotant sur les 10 détails. C'est le Polonais qui a tué les 2 petits qui criaient fort en pleurant et en appelant leur mère. Il les a tués à coups de bâton de chaise. Après, il les a finis avec une grosse pierre qu'on fait chauffer l'hiver pour placer dans le lit. Moi, j'aurais pas eu le cœur de les tuer, surtout que Clément, le plus grand, il me disait « Jules, pourquoi t'as fait ça, maman ?» Vous comprenez, monsieur Guibal? Je n'osais pas. Ça m'aurait fait trop de peine. Et puis le Polonais a pris un rasoir, me disant qu'en descendant, si les petits respiraient encore, ça servirait à leur couper la gargamelle. C'est au tour du petit Polonais, il ergote aussi sur les détails. Il a fini le domestique et les enfants que son camarade avait cru tuer, mais qui respiraient encore. Il voulait les empêcher de souffrir. L'histoire du rasoir, oui, c'est exact, mais pas dans le sens donné par Jules, et sans l'expression la gargamelle qu'il ne connaît même pas, non, seulement pour empêcher les malheureux de souffrir. D'ailleurs, il n'a pas touché aux enfants. Alors Huguetto hurle en le désignant du doigt. « C'est toi! Tu le sais bien! On l'avait décidé d'avance la nuit précédente, dans le cabanon où on a dormi. » « Tu m'as obligé d'accepter de le faire, répond l'autre. Et après, tu l'as fait avec moi. » Le regard d'Huguetto devient alors mauvais, et il murmure entre ses dents. « Si nous étions pas avec tant de monde, tu verrais. » Quelques instants plus tard, seul avec le commissaire, Huguetto fond en larmes. « Que voulez-vous, monsieur le commissaire? Je l'aimais beaucoup, ce petit Polonais. Maintenant, je me rends compte que c'est pour lui que j'en suis arrivé là. Je voulais qu'il soit joli, avec des beaux vêtements, qu'il mange de bonnes choses, lui acheter la motocyclette dont il rêvait. Oh, j'avais toujours peur qu'il m'abandonne pour un autre. Vous savez, je suis pas grand-chose à présent, je le comprends. Mais lui, avec son air doux, il est beaucoup plus terrible que moi. Vous pouvez me croire, monsieur le commissaire. On en sait assez. La préméditation est bien établie, ainsi que le rôle de chacun. Après cette reconstitution très pénible, il convient de remettre les prisonniers aux gendarmes pour qu'ils soient reconduits à la prison de Digne. Le temps est très nuageux et la pluie menace. La population de Valençol est accourue. Au début, bien contenue, elle s'est peu à peu rapprochée du sentier que les policiers ont dû emprunter pour arriver en voiture. Jusque-là, aucun cri n'a été poussé, et le calme le plus complet règne. Soudain, un coup de parapluie s'abat sur Huguetto qui, se tournant vers le commissaire, a alors ces paroles désastreuses. « Mais dites, ils n'ont pas le droit de me frapper !» Imaginez brusquement la fureur de la foule, c'est l'armée, les vociférations, les coups, la bousculade. Guibal ordonne à ses 2 inspecteurs enchaînés à leurs prisonniers de suivre ces derniers qui, criblés de coups, retournent vers la ferme pour se mettre à l'abri. Bientôt, la foule exerce une pression telle qu'un ordre est donné aux gendarmes à pied et à cheval, car il y a des gendarmes à cheval, de charger. L'incident a tourné à l'émeute. Le vide se fait sur la place. La foule brandit des bâtons, des fourches. Les gendarmes s'éloignent. Alors le commissaire, flanqué du maire et du procureur, doit s'avancer seul au milieu de la place pour arrêter la charge d'abord, la population ensuite. Les 2 criminels ont failli ne jamais connaître la cour d'assises de Digne, où s'ouvre leur procès le 16 septembre 1929. Ce jour-là, fait rarissime, on voit un père, le père d'Huguetto, venir réclamer la peine capitale pour son propre fils. Le petit Polonais, qui n'avait pas 16 ans au moment du crime, récoltera 20 ans de détention
et 10 ans d'interdiction de séjour. Mais le père obtiendra la tête de son fils. Huguetto aura la tête tranchée sur la place publique de Digne par une matinée glaciale, le jour perçant à peine, après avoir maudit son père et le petit Polonais qu'il voulait si joli. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Chers amis, vous me connaissez, je ne suis pas misogyne. Je ne le suis vraiment pas. Et je m'adresse en particulier aux femmes qui m'écoutent en ce moment pour leur demander d'écouter très attentivement le dossier d'aujourd'hui, car il est question de plusieurs femmes, et les réflexions que je serai amené à faire sur leur comportement ne seront pas tendres. Je leur demande d'écouter jusqu'à la fin, et de ne pas m'accuser de misogynie avant l'extraordinaire conclusion de ce dossier, d'autant plus qu'il a été étudié par une femme que je connais bien. Je m'adresse aussi aux hommes, car cette conclusion les concerne. Bref, je m'adresse à tous, car il s'agit pour tout dire de quelque chose qui nous concerne tous. Le témoignage. Je vous demande d'y réfléchir avec honnêteté. Seriez-vous capable de reconnaître, avec certitude, l'homme ou la femme que vous avez rencontré cet été par exemple un jour sur la promenade des Anglais? Si on vous la montrait, cette personne, maintenant, au milieu de cet autre qui lui ressemble vaguement, seriez-vous capable d'affirmer « c'est lui » ou « c'est elle » ? Pensez-y. En écoutant l'extraordinaire dossier que la police et la justice anglaise constituent entre 1877 et 1909, 12 ans, oui, sur l'extraordinaire Lord Wilton Willoughby, alias Adolphe Beck, alias John Smith, alias bien d'autres choses encore que je saurais vous dire. Lord Willoughby est un homme portant beau, comme on dit, d'un âge indéfinissable, disons entre 45 et 50 ans. Il s'habille avec recherche, il semble posséder une immense fortune, et ce qui ne gâte rien, il est célibataire. Son histoire commence un matin de janvier 1877 sur le trottoir d'un quartier chic de Londres, St. John's Wood. Lord Willoughby, bottines vernies, foulard de soie et redingote du plus beau drap, se promène. Une femme passe. Lord Willoughby la regarde passer avec intérêt. Remarquez bien, on pourrait se demander pourquoi, car cette femme n'est ni très belle ni très jeune. Il s'agit sûrement d'une petite bourgeoise, fortune moyenne, bijoux d'un goût discutable. Mais Lord Willoughby ajuste son monocle, lisse sa moustache et se met à la suivre. La femme s'arrête à une station de tramway et, s'apercevant qu'un homme l'observe, affiche l'air qu'il convient, c'est-à-dire l'air de ne pas s'en apercevoir, tout en cherchant le bon éclairage, rajustant ses dentelles et son corsage et fouillant avec préoccupation dans son sac. Lord Willoughby, qui connaît bien cet air-là, n'a plus qu'à s'approcher et à entamer la conversation de son ton le plus distingué. « Pardonnez-moi l'inconvenance de me présenter moi-même, je suis Lord Willoughby,
Peut-être pourrions-nous attendre ce tramway ensemble, si toutefois vous me le permettez. » Une fois la conversation engagée, Lord Willoughby, ayant appris de sa compagne qu'elle est veuve, qu'elle vit seule, que le temps est bien long pour une femme encore jeune, qui ne demande qu'à s'occuper au lieu de vivre de ses rentes, Lord Willoughby a une inspiration subite. « Oh, je n'ose vous proposer cela, peut-être allez-vous penser que ce n'est pas digne de vous, mais... » « Dites toujours, my lord, je vous en prie. »« Bien, voyez-vous... Je suis célibataire, j'habite une grande maison à St. John Wood, j'ai plusieurs domestiques bien sûr, mais justement un homme ne s'entend guère à faire marcher tout cela. Je pense depuis longtemps à trouver une gouvernante, une maîtresse de maison en quelque sorte. Je ne vous connais que depuis quelques minutes, mais c'est curieux, vous êtes exactement la femme qu'il faudrait pour cela. Je suis sûr que vous sauriez mettre au pas ces valets qui me volent et n'en font qu'à leur tête. Mes affaires me prennent trop de temps et je voyage souvent. Quelle sorte d'affaires, my lord? Ce n'est pas indiscret. Pas du tout, pas du tout. Je possède des mines et une banque. D'autres petites choses aussi. Oh, je ne voudrais pas vous importuner. Mais que pensez-vous de ma proposition? Oh, elle me ravit, my lord. Ma fortune me permet de vivre confortablement, mais elle est modeste et surtout... Oh, je m'ennuie tant depuis la mort de mon pauvre mari. Tenir une maison, surtout comme la vôtre, ce serait merveilleux. Oui, merveilleux. Surtout que Lord Willoughby soit célibataire à 50 ans et si riche. Une gouvernante respectable et respectée ne pourrait-elle pas, petit à petit, devenir plus? Lord Willoughby, d'un ton soucieux, examine la robe de sa compagne. Si vous me permettez, j'aimerais que ma maîtresse de maison soit habillée un peu plus... selon mon rang, mais ne craignez rien, je m'occuperai de tout. Si, j'y tiens. Et puis, tenez, si vous m'y autorisez, j'aimerais vous offrir le thé au Grand Hôtel. J'ai mes habitudes et nous pourrions conclure notre accord, si vous êtes décidé. J'aime les choses rapides, voyez-vous. Quelques minutes plus tard, Lord Willoughby et sa compagne prennent le thé au Grand Hôtel et, impressionnés par le luxe qui l'entoure, la nouvelle gouvernante se voit remettre un chèque confortable destiné à l'achat de nouvelles robes dignes de sa fonction. Un autre, tout aussi confortable, en avance sur ses gages et les frais de son installation. Au moment de se quitter, Lord Willoughby, qui décidément pense à tout, jette un œil distrait sur les bijoux de sa compagne. Vous me permettez de les remplacer par quelque chose de plus élégant? Si, j'y tiens. La jeune femme proteste. Ma bague est en diamant et mes boucles d'oreilles aussi. Évidemment, mais... La monture est un peu vulgaire, pardonnez-moi. Laissez-les-moi, mon bijoutier fera des merveilles en 24 heures. D'ailleurs, j'ai remarqué chez lui un collier qui vous compléterait fort joliment le reste. Je tiens à ce que vous soyez ravissante pour recevoir mes invités. Eh ben oui, vous devinez le reste. Le lendemain, la dame ne retrouvera personne à l'adresse indiquée. Lord Willoughby n'existe pas. Les bijoux ont disparu et les chèques sont sans provision. Moi, je dirais bien fait. On n'a pas idée d'être aussi naïve et aussi calculatrice à la fois. Et pourtant, il y en a beaucoup d'autres. Au théâtre, au concert, aux courses, au restaurant, au bal, n'importe où. Cela facilitera le travail de Lord Willoughby. En quelques mois, sans changer un seul mot, une seule attitude, sans modifier le moins du monde sa tactique, il fera 17 victimes connues. Et... il y en a eu sûrement beaucoup d'autres qui n'osèrent pas porter plainte. La 17e, une certaine Louisa Leonhardt, provoqua son arrestation en amenant un policeman sous le fallacieux prétexte que Lord Willoughby lui aurait manqué de respect. Ce n'était pas le cas, mais il fut arrêté quand même le 20 avril 1877 et la police réussit à lui faire avouer 17 escroqueries avec preuves à l'appui. Ces preuves, des télégrammes, des lettres à en-tête du Grand Hôtel qui servaient à ses rendez-vous, son carnet de chèques sans provision et des bijoux qu'il possédait encore. Lord Willoughby s'appelait John Smith, sujet britannique, élevé en Autriche, ce qui expliquait un certain accent germanique que je n'ai peut-être pas adopté tout à l'heure. Smith fut condamné à 5 ans de prison. Le procureur anglais qui soutenait l'accusation, éminent juriste londonien, s'appelait Forrest Fulton. Retenez bien ceci, le dénommé John Smith comparaît en 1877 devant le tribunal, dont le représentant de l'accusation s'appelle Forrest Fulton. En quelque sorte, ils font
Connaissance. C'est très très important pour la suite. Bien. Il me reste à vous dire que John Smith purge la plus grande partie de sa peine jusqu'en 1881, puis on le libère. Il déclare qu'il retourne en Allemagne, où il a passé son enfance, et il disparaît. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Ainsi, le dénommé John Smith, escroc remarquable dans sa catégorie sous le titre de Lord Willoughby, a été arrêté, il a avoué 17 escroqueries, il a fait son temps de prison et il disparaît dans la nature en 1881. En 1885, 4 ans plus tard, un homme arrive à Londres. Il semble posséder une fortune considérable. Il vit à l'hôtel, il est célibataire d'un âge indéfinissable, disons la cinquantaine, d'origine norvégienne, il a un accent relativement prononcé. Il n'écrit pas un mot d'anglais et dispose d'un secrétaire personnel pour faire son courrier. Tout son courrier, même celui qu'il adresse aux belles dames des environs. Car c'est un séducteur habile. Il porte beau pour son âge, son élégance est raffinée, son monocle distingué. Il s'appelle Adolphe Beck. Je suis sûr que cette description d'Adolphe Beck vous fait irrésistiblement penser à John Smith. Pourquoi pas? Quelques années passent, et nous voici arrivés en 1894, vers la fin de l'année. Un homme élégant, se présentant sous le nom de Lord Wilton Willoughby, aborde dans la rue une dame entre deux âges, petite bourgeoise, nantie de bijoux, lui offre le thé au grand hôtel, prétend qu'il cherche une maîtresse de maison, lui offre de lui renouveler sa garde-robe, lui remet un chèque confortable, se fait confier ses bijoux pour transformation et disparaît. Ça vous rappelle quelque chose? Une fois, deux fois, un nombre incalculable de fois, le même scénario sert à prendre au piège des femmes qui pourtant ne sont pas toutes naïves, cultivées, intelligentes, relativement fortunées, veuves ou non, belles ou non, elles marchent. Les plaintes recommencent d'affluer à la police londonienne. Le 26 novembre 1895, Mrs. Ottilie Missonnier est abordée par Lord Willoughby sur la Victoria Street. Elle est allemande et professeure de musique. Nullement méfiante, elle accepte de revoir Lord Willoughby et l'invite à prendre le thé chez elle le lendemain. Peu après son départ, Mrs. Ottilie s'aperçoit qu'une ravissante montre ancienne et en or a disparu. Furieuse de s'être laissée prendre, Mrs. Ottilie, sur le chemin de sa promenade habituelle, scrute attentivement les visages masculins, espérant reconnaître son séducteur. Un mois passe. Et un matin, au cours de sa promenade, Mrs. Ottilie fait un bond d'excitation. Là, sur le trottoir d'en face, elle le reconnaît, c'est lui, l'escroc, qui a bu son thé, emporté sa montre. Telle une furie, Mrs. Ottilie se précipite sur l'homme, s'accroche littéralement à ses basques en ametant les passants. « Police! Qu'on appelle la police! Cet homme est un voleur, un voleur !» L'homme paraît surpris et tente vainement de se débarrasser de cet ourri qui ne lâche pas. La foule s'avance, curieuse, et bientôt la fuite n'est plus possible. L'homme a beau protester de son innocence, un policeman, alerté par le remue-ménage, entraîne tout le monde au poste. « Comment vous appelez-vous »« Adolphe Beck. »« Vous vous faites passer pour Lord Willoughby ?»« Je vous assure que non, je ne connais pas cet homme. »« Évidemment, il n'existe pas. »« Vous êtes John Smith, avouez-le. »« Vous êtes autrichien, naturalisé anglais. Vos papiers sont faux. »« Mais pas du tout. Mais je n'y comprends rien. Mon nom est Beck. Je suis norvégien, mais je ne connais pas cette femme. » Dialogue de sourds. Le soir même, la police organise une confrontation. Adolphe Beck, entouré de 7 hommes qui lui ressemblent vaguement, vêtus comme lui, se retrouve en pleine lumière, soumis au regard de 11 femmes. Ces 11 femmes ont été escroquées par Lord Willoughby dans le courant de l'année. Sans aucune hésitation, 10 d'entre elles désignent Adolphe Beck. Une seule ne le reconnaît pas. Il n'y a aucun doute possible pour ces femmes, ni sur le visage, ni sur la taille, ni sur la voix, ni sur l'accent. Cet homme leur a fait du charme, cet homme les a séduites, elles sont sûres, absolument sûres. Comment mettre en doute la certitude de 10 femmes qui, bien qu'elles ne le précisent pas, ont certainement approché de très très près celui qu'elles appellent Lord Willoughby. Comment croire le dénommé Adolphe Beck, incapable de fournir un alibi valable, et qui, circonstance aggravante, possède chez lui des reçus délivrés par un mont de piété en échange de bijoux. Il a beau protester de son innocence, prétendre que ces bijoux lui ont été offerts par des dames qu'il a bien connues, il est inculpé
et la presse londonienne pavoise. L'homme infâme, escroc, récidiviste est sous les verrous, reconnu par ses victimes. Adolphe Beck est en prison. Et pour plus de certitude, Scotland Yard, il dépêche 2 de ses inspecteurs en retraite qui s'étaient occupés de l'affaire John Smith Lord Willoughby quelques années auparavant. Fermement, le constable Spunnell identifie Beck comme étant John Smith. Tout aussi fermement, l'inspecteur Stone se range à cette opinion. De même, un employé du Grand Hôtel qui prétend avoir observé le fameux Lord Willoughby à maintes reprises déclare qu'il s'agit bien d'Adolphe Beck. Seulement voilà, c'est très grave, car voici venu le moment de vous l'apprendre. Adolphe Beck n'a rien à voir avec John Smith, et encore moins avec Lord Willoughby. Il ne connaît aucune des femmes qui le reconnaissent. Il n'a rien fait de tout ce qu'on lui reproche. Adolphe Beck n'est pas un escroc, et il s'appelle bien Adolphe Beck. Il se tue à le dire, mais personne ne le croit. On l'appelle John Smith, c'est un récidiviste, un exploiteur de faibles femmes. Tout le monde en est désormais convaincu. La police, les femmes, la presse, l'opinion publique, tout le monde. Peut-être lui reste-t-il une chance de faire la preuve de son identité. Des experts graphologues étudient les écritures comparées de John Smith et d'Adolphe Beck. Ces experts ont à leur disposition des billets tendres expédiés par les 2 hommes à leur conquête féminine. Beaucoup de ces billets sont en tête du Grand Hôtel, lieu de rencontre prédestiné pour les aventures en tout genre. Il est impossible que les 2 écritures soient identiques, d'autant plus qu'Adolphe Beck n'écrivait pas lui-même, mais par l'intermédiaire de son secrétaire, d'autant plus que John Smith a été arrêté, condamné, que l'on possède plusieurs modèles de sa propre écriture. L'avocat de Beck, seul et unique convaincu de l'innocence de son client, compte beaucoup sur les rapports d'experts. Il compte aussi sur une extraordinaire coïncidence. Le magistrat chargé de l'accusation du procès Beck s'appelle Forrest Fulton, le même Fulton qui en 1877 fit condamner John Smith. Il connaît John Smith. Il l'a eu devant lui pendant l'instruction, à l'audience. Impossible que le magistrat reconnaisse l'accusé, impossible, puisqu'il le connaît. Le jour du procès, Adolphe Beck est inquiet. Mais la chose lui paraît tellement impensable, il a une telle confiance en la justice qu'il espère. Le défilé des témoins commence. Miss Fanny Nutt. C'est lui. C'est lui. C'était au restaurant. Je l'ai revu le lendemain. Miss Marion Taylor. C'est lui. C'était au concert. Nous avons parlé de Goethe. Miss Evelyn Mills. C'est lui. Au bal des dames de charité. Nous avons passé la soirée ensemble. Miss Alice Sinclair, Miss Ethel Thompson, Miss Juliette Clout, Miss Kate Brackfield. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Et de donner des détails, des précisions, des anecdotes dont la véracité ne fait pas le moindre doute dans l'esprit du jury. Adolphe Beck se sent devenir fou. Les experts graphologues prennent la suite et déclarent: bien qu'il ait tenté de dissimuler son écriture, l'accusé est incontestablement l'auteur de tous les échantillons soumis à notre examen. C'est incontestable. Adolphe Beck s'effondre. Alors l'avocat sort de sa manchette l'ultime ressource de la défense. Il s'adresse à l'accusation à la personne de Forrest Fulton et lance, sûr de son effet: nous nous rangerons au témoignage de l'honorable Sir Fulton. Il connaît John Smith pour l'avoir fait condamner il y a 9 ans. Sir Forrest, reconnaissez-vous cet homme? Et Sir Forrest répond: je pourrais difficilement me tromper, étant donné les charges que j'occupe. Cet homme est John Smith, j'en suis convaincu. Incroyable, mais vrai. Mais enfin, quand même. Cette ressemblance physique pourrait tromper un témoin ou 2, mais 10 femmes, 10, 2 policiers, 2, un procureur, 1, c'est insensé. Adolphe Beck, malgré son avocat déchaîné qui hurlait à l'erreur judiciaire, est condamné à 7 ans de prison. Il rentre sous le nom de John Smith, nanti de son casier judiciaire, de son ancien numéro de détenu, et subit les brimades et les vexations réservées aux récidivistes. Pendant ce temps, le véritable John Smith, qui était revenu à Londres pour exercer sa coupable industrie, apprenait par les journaux la condamnation de son double, et pas fou, disparaissait aux États-Unis, où, sous le nom de Dr Marsh,
il devait continuer sa petite vie d'escroc jusqu'en 1904. L'escroc ayant disparu, les escroqueries cessèrent. Preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de la culpabilité du malheureux Beck. Si bien que son avocat échoua dans sa dernière tentative pour l'innocenter. Et pourtant le pauvre avocat avait eu une idée de génie. Il avait découvert dans le procès de John Smith un certificat précisant que ce dernier était de confession juive. Il était donc circoncis. Or, son client Adolphe Beck ne l'était pas. Eh bien, cette évidence ne réussit qu'à faire attribuer à Beck un numéro de détenu particulier dans l'éventualité où auraient vraiment existé deux escrocs employant les mêmes méthodes, un circoncis et un autre. On ne posa même pas la question à ces dames. C'eût pourtant été radical, mais inconvenant, et de toute façon, elles auraient soutenu la tête sur le billot que Beck était bien leur homme. Alors, Adolphe Beck fit son temps de prison résigné. Il en sortit le 8 juillet 1901, bénéficiant d'une mise en liberté provisoire, et dépensa des centaines de livres pour prouver son innocence, sans avancer d'un pouce. Pauvre Beck. Je dis pauvre Beck, car ce n'est pas fini. Mais non. En août 1903, alors qu'Adolphe Beck est encore en liberté provisoire, ça recommence. Des femmes se font séduire, confient leurs bijoux, reçoivent des chèques sans provision et ne revoient plus leur séducteur, l'irrésistible et insaisissable Lord Willoughby. Les plaintes affluent de nouveau. John Smith est de retour. Il aime bien les londoniennes. Mais le bras séculier obstiné de la justice retombe à nouveau et encore une fois sur Adolphe Beck. Et de nouveau, les témoins le reconnaissent. Les femmes sont sûres. Elles le reconnaîtraient entre mille. Cette fois-ci, vous en conviendrez, il y a de quoi craquer nerveusement. Et Adolphe, le malheureux, l'innocent Adolphe, en écoutant le verdict de condamnation lui retomber sur les épaules, craque. Oh, il ne hurle pas, ne proteste pas, il ne dit plus rien. Il s'assoit complètement désespéré face au juge, qui n'a pas le courage de le rappeler à l'ordre, et il pleure. Mettez-vous à sa place. Il vient de faire 5 ans à la place d'un autre, en tant que récidiviste. Cette fois-ci, il l'est doublement. On va bien lui en donner pour 10 ans. Et cette rage de l'innocent qui n'arrive pas à se faire comprendre, mais c'est infernal! C'est alors que le juge a un doute. Oh, un tout petit doute. On a vu tellement de bandits jouer le désespoir, mais quand même. Il suspend le verdict, le remet à 15 jours et demande un complément d'information sur le premier dossier. La chance avait tourné. Et complètement cette fois-ci. Et tout arriva en même temps. Alors que Beck était toujours en état d'arrestation, à 1 semaine du verdict définitif, Lord Willoughby, persuadé que son double était condamné, commet l'imprudence de séduire 2 sœurs en même temps. L'une d'elles, jalouse, le suivit jusqu'au mont-de-Piété, appela un policeman. John Smith était pris, la main dans le sac. Ah, ce fut un beau scandale. Le Daily Mail, prenant enfin la défense de Beck, entama une campagne de révélation et d'accusation sur les irrégularités commises par les magistrats, et elles étaient nombreuses. Le gouvernement nomma une commission spéciale d'enquête. Cette commission reçut les regrets de l'expert graphologue qui reconnut s'être trompé et retira ses conclusions sur la pointe des pieds. Elle blâma l'un de ses plus éminents magistrats, Sir Forrest Fulton. Elle attribua généreusement 5000 livres de dédommagement à Adolphe Beck, réclama et obtint la constitution d'une cour d'appel qui jusque-là n'existait pas pour les affaires correctionnelles. Voilà. Le scandale était clos. Adolphe Beck, réhabilité. Et après? Eh bien, après, rien. Ce qui est fait est fait. Adolphe Beck, 5 ans après sa réhabilitation, meurt, solitaire et abandonné. Il meurt d'une mauvaise pneumonie, qui n'est pas étrangère à l'humidité des prisons londoniennes. De toutes les femmes qu'il avait formellement identifiées, 3 seulement avaient daigné reconnaître leur erreur. 3 sur une bonne vingtaine. Pardonnez-moi, mais je trouve ça maigre.
venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je suppose que nombre d'entre vous, chers amis, se sont déjà rendus compte au moins une fois dans leur vie qu'ils avaient tort. Oh, je suis comme vous et comme vous, je sais que c'est une chose parfois difficile à admettre, pour peu que l'on soit un tantinet têtu. Seulement, il y a des choses sur lesquelles il n'est pas grave de se tromper, des choses pour lesquelles on peut faire amende honorable sans pour autant en faire une question de vie ou de mort. Dans l'histoire que vous allez connaître aujourd'hui, un homme s'est trompé, lourdement trompé, par 2 fois. Il a eu pourtant largement le temps d'admettre qu'il avait tort. Oh, je vous le dis dès le départ, il n'a pas commis de crime. Selon la loi, ce n'est pas lui que l'on jugera devant les assises. Et s'il est mort maintenant, c'est de mort naturelle, probablement persuadé qu'il n'avait pas tout à fait tort. C'est tout ce qu'un homme dans sa situation pouvait admettre. Cet homme, c'est un père de famille, un homme simple et rude. Il est forgeron à Fresnancourt, dans un petit village du nord-est de la France, où, comme à l'ouest, on est têtu. Depuis 2 ans, il tient bon le père Véron, envers et contre les sentiments que sa propre fille Raymonde éprouve à l'égard d'un garçon qui ne plaît pas à la famille, mais qui surtout ne lui plaît pas à lui. En homme habitué à manier le fer rouge et à le tordre, il ignore les états d'âme de sa fille, comme il dit. La gamine doit céder, et elle cédera. Quant à l'amoureux, Alfred, il est trop malingre, un bon à rien, un rêveur. Il cédera aussi. Tout rentrera dans l'ordre, et il se charge, lui, Véron, de se trouver un gendre qui lui conviendra, un bon gars bien costaud, prêt à faire du bon travail et de beaux enfants, qui nourrira sa famille en travaillant du lever du jour au coucher du soleil, un bon ouvrier, un bon père, un bon mari et un bon gendre, qui ne perdra pas son temps à parler des étoiles au clair de lune et à raconter toutes ces sortes de bêtises qui viennent dans la tête des gens de la ville. Mais Alfred et Raymonde, le Roméo et la Juliette du village, allaient donner tort au papa irascible. Ils allaient lui donner tort une première fois, puis une seconde fois, en s'y prenant de telle manière que leur histoire d'amour, qui aurait pu, que dis-je, qui aurait dû être banale, est devenue l'un des dossiers extraordinaires de la police. Je vous ai dit que Véron, le forgeron Véron, père de la jeune Raymonde, allait avoir tort, plutôt 2 fois qu'une. Voyons donc la première fois. Le forgeron est un homme puissant, haut en couleur, qui a l'habitude probablement de taper sur la table en tonnant ses opinions bien haut. Sa fille, qu'il a élevée seule, en sait quelque chose. Entre eux, les confidences sont rares. Raymonde habite chez sa grand-mère, une paysanne brave, bien âgée, guère bavarde, qui semble venir d'un autre siècle. La personnalité et les allures de sa petite fille lui font un peu peur, de son temps, n'est-ce pas? Alors là aussi, les confidences sont rares. Et Raymonde a 19 ans. C'est dur de se taire à 19 ans, l'âge des rêves, des enthousiasmes, des incertitudes. À qui confier tout cela? À l'instituteur? Elle est trop grande maintenant. Au curé, il lui dira d'être sage et d'obéir à son père. Au facteur, il le racontera au bistrot et les garçons riront sur son passage le dimanche au bal. Raymonde n'a pas d'amis de son âge, et en aurait-elle qu'il serait difficile de leur dire qu'elle a un amant.
Oh, ce n'est pas une chose que l'on affiche en 1930. Raymonde passerait pour une dévergondée, comme on dit au pays, une de ces filles qui viennent au bal sans cavalier et repartent accompagnées par les chemins sombres. Et puis, de toute façon, une passion cachée doit rester une passion cachée pour garder tout son mystère. Et dans les livres de 4 sous que Raymonde achète chez la mercière, les amants sont toujours persécutés. Quelquefois même, la jeune fille meurt à la fin et le fiancé, désespéré, la rejoint dans la mort. C'est beau. En l'occurrence, le fiancé que fréquente Raymonde depuis 2 ans s'appelle Alfred. Oh, ce n'est pas un prénom très romantique, mais peu importe. Alfred Hélin, donc, à 23 ans, il est manœuvrier, c'est-à-dire qu'on l'embauche à la journée pour les travaux agricoles. Madame Hélin, sa mère, a mis au monde 12 enfants, dont 7 sont morts en bas âge. Son médecin dit d'elle qu'elle est peu résistante physiquement et fantasque au mental, on le serait à moins. Monsieur Hélin, son père, est à la retraite, vieux colonial. Il a été réformé pour troubles nerveux à la suite d'un traumatisme reçu en service au commandé. L'ambiance familiale chez les Hélin est assez déprimante, et Alfred, lui non plus, ne se confie guère. Un père instable, une mère usée, un frère qui s'est jeté sous un train il y a 4 ans, on n'a jamais su pourquoi. Alors Alfred, à peine la soupe avalée, se sauve de cette maison, et va errer dans les chemins d'alentour, regardant le monde, rêvant aux étoiles. Tout ce que le père Véron n'aime pas. Un jour, il a rencontré Raymonde. Elle lui a parlé, ils se sont revus, ils se sont confiés l'un à l'autre, et bien sûr, ils se sont aimés. Ils ont maintenant pour eux tout seuls un minuscule univers de tendresse, de confiance absolue. Ce qui leur a toujours manqué, ils l'ont enfin. Pour se soustraire au ragot du village et à l'autorité du père Véron, qui a eu vent de la chose, ils se retrouvent en secret tous les jours dans le petit bois de Monceau-les-Loups. Ils font de grandes promenades silencieuses, et lorsqu'ils s'assoient au pied d'un arbre, c'est pour échanger des serments que les petites revues à 4 sous de la mercière ne renieraient point. Lorsqu'ils sont empêchés de se voir, Raymonde écrit des petits billets passionnés. Je t'ai vu passer à bicyclette, j'étais dans l'auto de mon oncle, et je voulais me jeter par la portière. Mon Fred chéri, je souffre, viens-moi en aide, je suis martyr, je pleure, par pitié, j'ai confiance en toi. Malgré toutes les misères que l'on me fait, je serai à toi pour la vie. Puis les choses se gâtent sérieusement. Alfred a pris son courage à 2 mains, et il est allé voir le père de Raymonde pour se justifier et lui demander sa main. Le père s'est fâché tout rouge. Il a traité Alfred de tous les noms. Pour lui, c'est un malade, un ivrogne, un feignant, bref, ce n'est pas un homme, et il n'aura pas sa fille. Et quand je dis non, c'est non, crie le forgeron, en jetant Alfred à la porte. Pleurs, supplications de Raymonde, rien n'y fait. Et le père d'ajouter, tu es mineur, et tu m'obéiras, en tout cas jusqu'à ta majorité. Ah, j'imagine aujourd'hui un père disant ça à sa fille, et se faisant rire au nez tout simplement, ou bien alors subissant une contestation en règle à propos de l'autorité parentale. Mais on ne parle pas encore de contestation en 1930 dans le petit village de Monceau-les-Loups, et le père Véron se persuade qu'il a mis un terme à ce roman stupide. C'est là qu'il commence à se tromper. Il aurait dû essayer de comprendre au lieu de tempêter. À cette minute, il vient de prendre le risque de voir se transformer ce qui n'était peut-être jusque-là qu'une petite amourette. Il vient de prendre la responsabilité de la faire grandir en passion, et par là même de devenir incontrôlable. Pauvre père Véron. Sa forge ne l'a pas habitué aux tourments de Madame Bovary, et il croit bien faire. Alors Alfred et Raymonde, qui jusque-là n'étaient que 2 amoureux incompris, se sentent devenir sublimes. Il ne leur reste qu'une solution, braver la famille, le village et le monde entier par la même occasion. Un dimanche solitaire s'est écoulé pour l'un comme pour l'autre, et l'on a pris rendez-vous pour le lendemain lundi dans le petit bois. C'est le mois de mai, le village entier est au travail. Raymonde se sauve de chez sa grand-mère et court vers le petit bois où Alfred doit la rejoindre. Il arrive en retard, car il est allé faire une course mystérieuse, une course
qui gonfle la poche de son veston de manière inquiétante. C'est la fin d'une belle journée de printemps. Raymond et Alfred, se tenant par la main, marchent côte à côte sur un petit sentier. Leur dialogue est difficile, le garçon tremble de nervosité, mais son regard est ferme et décidé. Les arbres défilent lentement au rythme de leurs pas. Si tu as peur, si tu t'échappes, je te tirerai dans le dos. Il tire. Dans le ventre. Raymond s'écroule, avec juste un léger recul en arrière. Alfred retourne l'arme contre lui, tire à nouveau. La balle pénètre dans sa tête. Il tombe à son tour, et le silence revient dans le petit bois. Le lendemain, dans la rubrique Faits divers de l'Éclaireur de l'Est, on peut lire: la jeune fille, malgré ses blessures, parvint à gagner les premières habitations du village de Pont à Bussy, où elle fut secourue. À son tour, Alfred et Lin, arrivés à l'entrée du pays, les deux désespérés furent transportés d'urgence à l'hôpital de Laon, où nous avons pu apprendre que malgré la gravité de leurs blessures, les deux jeunes gens ne seraient pas en danger de mort. On a pu extraire la balle du corps de la jeune fille. Quant à Hélène, il restera aveugle. L'histoire pourrait s'arrêter là, en effet, comme un simple fait divers. Mais les faits divers sont-ils toujours si simples? Le vieux forgeron irascible aurait-il eu raison de cette histoire d'amour stupide et qui finirait aussi mal? Sûrement pas. Je vous le disais au début de cette histoire, l'avenir va lui donner tort une fois de plus, très vite, et plus gravement encore. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Après ce double suicide malheureux, Alfred et Lin passent en correctionnel le 4 octobre 1930, 5 mois environ après le drame de la forêt de Monceau-les-Loups. Pendant cet intervalle, il est resté à l'hôpital de Laon en traitement. Sa cécité est définitive. Au village, le soir à la veillée, on cancane un peu. C'était sûr que ça tournerait mal. La Raymonde, c'est une orgueilleuse, elle est comme son père. Suffisait que le père dise non pour qu'elle se mette le garçon en tête. Ah, une bien belle fille pourtant, et qui mérite mieux, enfin. C'est fini maintenant. Au café du village, on philosophe bon train. Oh, l'amour, quand ça vous tient, c'est beau quand même. Qui l'aurait cru que l'Alfred aurait des idées comme ça? Des idées comme ça, le tribunal correctionnel les condamne à 4 mois de prison avec sursis. Et Alfred est aveugle, à 24 ans. Raymonde, elle, s'en est bien sortie, si l'on peut dire. Elle a regagné le village et retrouvé sa famille. Oh, bien sûr, elle écrit des lettres embrouillées qui tantôt parlent d'amour, tantôt d'abandon, toujours avec la même passion pourtant. Si tu savais comme tu me manques, je n'avais que toi pour être aimé. Mais Alfred, au fond, n'est pas sûr que la pitié n'entre pas pour beaucoup dans ce genre de déclaration. Brutalement privé de contact avec l'extérieur, il se renferme de plus en plus, devient jaloux. Raymonde voit toujours le monde, et le monde la regarde. Il sait aussi que, pour une grande part, il lui doit la clémence du tribunal correctionnel, car c'est elle qui a supplié le procureur lors du procès, en adressant au tribunal une longue lettre qui se terminait ainsi. « Je vous supplie à genoux de ne pas punir Hénin, ce pauvre aveugle déjà puni par lui-même, puisque sa vie désormais doit rester dans la nuit éternelle. Ayez pitié de 2 pauvres enfants. » Toujours lyrique, la jeune Raymonde. Alors le tribunal a rejeté l'essentiel de la faute sur le père de Raymonde et son intransigeance. Sur son lit d'hôpital, Alfred a eu le temps de réfléchir à tout cela. Et c'est lui qui écrit maintenant, ou plutôt qui fait écrire à sa fiancée, de l'oublier. Elle répond, le traitant de lâche, d'ingrat. Novembre arrive. Alfred doit partir pour Soissons, dans un centre de rééducation pour aveugles. Et Raymonde, qui semblait s'être un peu détachée de lui, tout à coup ne peut plus supporter l'idée de cette séparation. Elle veut partir avec lui. Mais pour partir, il faut de l'argent. Alfred n'en a pas et le fisc lui réclame les frais de justice de son procès. Voilà bien le fisc. Indifférent aux histoires d'amour, au reste d'ailleurs. Plus d'argent, plus de foyer, plus de métier. La misère. Et le père de Raymonde refuse toujours le mariage, bien entendu. Plus que jamais, même. Il prétendra plus tard qu'il avait donné son consentement.
Si cela était vrai, on comprend mal ce qui va suivre. Quoi qu'il en soit, le mardi 11 novembre 1930, jour de l'armistice, Alfred sort de l'hôpital de Laon. Raymond est là. Il est 13 heures. L'un s'appuyant sur l'autre, ils descendent lentement la rue Saint-Martin. Il fait gris et froid, ils ne savent où aller. Alors ils se dirigent vers la gare. Raymond est glacé, il s'attable devant des boissons chaudes, et Alfred parle. Il veut faire comprendre à Raymond que la vie sera difficile. Il faut de l'argent, des soins, trouver un emploi plus tard. Raymond s'en moque. Alfred continue son monologue dans le décor sinistre, au milieu du tintement des tasses, du halètement des locomotives. Les voyageurs sont rares et fatigués, ils ne s'attardent pas. Un ivrogne sur une banquette, une femme chargée de paquets, un vieillard près du poêle qui s'enfume. On ne les remarque pas. On a l'habitude dans les buffets de gare, les gens qui refont ou défont leur vie avant de prendre un train. Raymond ne se rend pas compte que son fiancé a changé. Elle ne se rend pas compte que cette angoisse dans la voix, c'est la peur. Car maintenant, Alfred est là, a peur de tout, des gens qu'il ne voit plus et qui peut-être le regardent, de Raymond, qu'il aime toujours, mais qui n'a plus de visage, de geste pour lui. Il est jaloux de tout ce qu'elle a et qui ne lui appartient plus. Alors il se lève. Un seul refuge pour retrouver peut-être la vie d'autrefois, sa mère. Il faut qu'il retourne là-bas au village. Sa mère l'accueillera, il en est sûr. Il est maintenant près de 5 heures. Raymond va prendre 2 tickets au guichet, les voilà sur le quai, puis dans le train. À 20h45, ils sont à Fressancourt et se dirigent vers la maison des parents Hélin. Elle est déserte. C'est bête. Si seulement quelqu'un attendait, si quelqu'un tendait les bras, servait la soupe, rallumait le feu en parlant de tout et de rien, peut-être que si quelqu'un était simplement là. La porte d'une chambre est ouverte. Il y a un lit. Un beau lit de campagne gonflé d'un édredon de crotonne. Au-dessus, un crucifix de bois. C'est là qu'on trouva Raymond étranglé, sur le lit. Lui, debout sur le pas de la porte, attendait les gendarmes. Le surlendemain, on pouvait lire à nouveau dans l'éclaireur de l'Est, mais sur 2 colonnes et en première page cette fois. Que se passa-t-il exactement? Au premier interrogatoire, Hélin déclara s'être élancé sur la jeune fille et comme un fou lui avoir serré la gorge à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle perdît connaissance. Bientôt, la mort avait fait son œuvre. Le drame se déroula sans témoin. À leur retour, les parents avertirent les gendarmes. Ceux-ci firent diligence et avec perspicacité interrogèrent Hélin qui leur fit le récit que nous venons de rapporter. Le meurtrier a été écroué dans la soirée. À l'audience du 10 février 1931 de la cour d'assises de l'Aisne, on se posa la question de savoir si Raymond, comme l'affirmait son amant, avait à nouveau demandé à mourir. Le parquet en doutait et le président partagea ce doute. Des témoins ont dit que Raymond avait peur de la mort et qu'elle ne vous a défendu au premier procès que par pitié. Raymond m'a demandé la mort. Alfred s'exprime lentement, il se défend avec un calme singulier, droit à son banc, les mains croisées dans le dos, pour les cacher peut-être. Dans la grande salle gothique de l'ancien évêché où siège le tribunal, l'auditoire grandit à chaque minute, passionnément attentif. Une curiosité malsaine les attire vers cet accusé qui ne voit pas ses juges. Raymond vous avait dit qu'elle vous épouserait à 21 ans. 2 ans, c'est vite passé. Pourquoi vous aurait-elle demandé la mort? Elle en avait assez de tous ces affronts, et ses parents ne voulaient plus me tolérer dans sa chambre. Alfred dit cela naïvement. Rien ne l'ébranle. On vous dit paresseux, sournois, brutal, alcoolique. Paresseux? Quand on paiera bien l'ouvrier agricole, il travaillera mieux. 23 témoins vont défiler, presque le village entier, et l'on abreuve les jurés de ragots de voisinage. C'est à ce moment-là que le père de Raymond affirme qu'il avait donné son consentement à ce mariage. Alors pourquoi? Elle m'a supplié, alors j'ai serré le cou. Combien de temps? 4 à 5 minutes. Vous étiez calme comme maintenant? Comme maintenant. Et en étant calme,
Vous avez pu serrer le cou de votre fiancé pendant 5 minutes? C'est un coup de désespoir. J'étais entré dans le désespoir de Raymond. Montrez vos mains au juré. Il les lève. Énorme. Et la salle frémit. Le docteur Rogue, aliéniste, conclut à une responsabilité pénale certaine mais atténuée. Et l'un a commis un crime passionnel. Étrangement calme, ce crime passionnel, pense le président. Un seul témoin fait rebondir l'affaire, c'est l'instituteur. Après le premier attentat, il a eu avec Raymond une conversation qu'il rapporte à la barre. Je lui ai demandé si elle voulait toujours épouser Hélène. Elle m'a répondu « Si je refuse, j'ai peur qu'il me fasse un mauvais coup. » Alors le défenseur d'Alfred Hélène s'agite. Il inonde les jurés de la correspondance échangée entre les deux amants. Raymond aimait, c'est évident, chaque mot le crie. Et elle n'aurait pas demandé la mort? Mais elle a laissé une preuve certaine de ce désir de mourir. Elle a laissé son corps. Sur lui, aucune trace de violence, aucune égratignure. Elle aurait pu s'échapper. Elle était jeune, vigoureuse. Elle aurait griffé, frappé, mordu. Et l'un ne portait aucune trace de ce genre quand on l'a arrêté. Le médecin légiste confirme. Raymond ne s'est pas défendu. Oh, je ne vous ferai pas le grand plaisir de vous lire, chers amis, les autres passages lyriques de la plaidoirie du défenseur. J'ignore s'il est encore de coutume dans les prétoires de citer Baudelaire à tous les échos, un seul vers peut-être. Vivre est un mal, c'est un secret de tous connu, clame le romantique avocat. Le procureur, beaucoup plus prosaïque, et c'est son rôle, se contente de rappeler que le meurtrier, avant de tuer, s'est servi et a bu une tasse de café chaud, et qu'après avoir tué, il a allumé une cigarette. Puis, lorsque sa mère est arrivée, il a dit tout de go, « Raymond est morte, va chercher les gendarmes. » Guère plus ému que s'il venait de rentrer les foins, conclut le procureur. En vérité, la seule chose qui troubla les jurés était que cette fois-ci, Alfred Hélène n'avait pas tenté de se suicider. Ils se laissèrent pourtant entraîner par la défense et accordèrent les circonstances atténuantes avec 5 ans seulement de réclusion. On pourrait presque dire, en somme, que la première fois, Alfred Hélène avait été condamné pour avoir tenté de tuer, et que la seconde fois, il était acquitté pour avoir réussi. Et cela non plus, le père de Raymond ne le comprit jamais. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. C'est un village de France, un tout petit village, entouré de montagnes arides qui nourrissent à peine les moutons. Je ne peux pas vous dire où précisément, car il s'est passé dans ce village quelque chose qu'on n'oublie pas de sitôt. La méfiance, la rancune, la vengeance peuvent encore y souffler. 15 ans, c'est trop peu pour que nous prenions le risque de ranimer un feu qui ne demande qu'à s'éteindre. D'ailleurs, peu importe les noms dans ce cas, la seule chose importante, c'est une silhouette. Oh, une silhouette que tout le monde connaît, en uniforme, avec un képi, un ceinturon et de gros souliers à toute épreuve, un gendarme. Bien entendu, quelque part, il y a un voleur. Seulement voilà, ce n'est pas un jeu de cour de récréation, c'est un dossier extraordinaire. Mardi 26 novembre 1957.
L'adjudant de gendarmerie distribue les tâches de l'après-midi à l'effectif de sa petite brigade. Aujourd'hui, comme les autres jours, chaque homme devra accomplir seul sa mission. Il n'y a pas assez d'hommes pour que l'adjudant puisse constituer des équipes. C'est ainsi que le gendarme, appelons-le le gendarme S, se voit attribuer la mission de se rendre dans une commune voisine, distante de 15 km, pour y effectuer le recensement des affiches publicitaires demandées par la préfecture. Le comité des sites de la région s'inquiète de la prolifération des panneaux sur les bords de la route nationale. Une tâche comme tant d'autres. Dans les petits pays, le gendarme est universel et il faut savoir que le carnet de procès-verbal n'est pas du tout son unique raison d'exister. Réglementairement, le gendarme S devait accomplir cette mission à bicyclette, mais la route est longue, il fait froid dans ce pays de montagne, et le gendarme S est l'heureux propriétaire d'une vieille 203 d'occasion. Cela lui permet de rentrer déjeuner avec sa femme, institutrice, qui n'a pas pu trouver de poste dans la même commune que son mari. Pour voir sa femme et ses 2 enfants régulièrement, le gendarme S doit faire 30 km par jour. L'administration n'est pas toujours très proche des problèmes familiaux. À 15 heures, le gendarme S passe devant le bureau de tabac du coin et s'y arrête pour acheter sa vignette, comme tout le monde. À 15h10, il voit son garagiste et s'assure que le petit hoquet suspect qui torture son moteur n'est pas inquiétant. À 15h30, on le voit passer sur la route nationale en direction de la commune où il doit recenser les affiches. À 16h40, il rencontre le garde champêtre, puis l'institutrice, puis le patron du bistrot, puis le maire. C'est la meilleure façon de s'informer des menus incidents qui font la vie d'une commune et un gendarme doit tout savoir. Consciencieusement, entre 17h30 et 18h45, il mesure les panneaux publicitaires en compagnie d'un commerçant qui s'est offert de l'aider. À 19h, il est de retour au bistrot du village. C'est l'heure où tous les hommes sont là pour discuter devant un petit verre, échanger des plaisanteries de fin de journée, avant de retrouver femmes, enfants et pantoufles d'hiver. Le gendarme trinque avec eux rapidement, car sa journée n'est pas finie, il a promis de rendre visite au maire d'un autre village pour examiner un problème de fossé à combler. Il est 19h05. Le gendarme S serre les mains tendues, sourit à tout le monde, rajuste son képi et regagne sa voiture. Un grand-père et son chien le regardent prendre la direction du village voisin. C'est fini. Le gendarme S vient d'accomplir sa dernière mission. Plus personne ne le reverra vivant. Le lendemain matin, à la brigade, dès 18h, l'adjudant s'inquiète de ne pas voir son homme au rapport. Le gendarme S n'est jamais en retard. Un coup de téléphone à sa femme lui apprend que celle-ci n'a pas revu son mari depuis le déjeuner de la veille. Sa chambre est vide à la caserne. Sa voiture n'est pas là. La matinée ayant passé, l'adjudant craignant un accident stupide, il décide de faire la route empruntée la veille par le gendarme S pour accomplir sa mission. C'est une route dangereuse, bordée parfois de ravins, et les virages verglacés peuvent être mortels la nuit surtout. 2 kilomètres avant d'arriver au café du village, l'adjudant stoppe brutalement à l'entrée d'un pont étroit. Ce pont enjambe un ravin profond d'une 20aine de mètres. Et l'adjudant vient de reconnaître la vieille 203 couverte de givre, la roue arrière dans le fossé. La voiture est dirigée dans le sens de la descente. Des traces de roue semblent indiquer que le véhicule a dû reculer à la suite d'une fausse manœuvre. Inquiet, l'adjudant s'approche. Les portières ne sont pas fermées. La sacoche du gendarme est abandonnée sur la banquette arrière. Et l'on voit nettement des traces de mains sur le capot gelé, comme si quelqu'un avait tenté de pousser la voiture pour la dégager ou pour la faire basculer. La clé de contact n'est pas sur la voiture, impossible de savoir s'il s'agit d'une panne et si le conducteur est parti à pied. Il n'y a pas de traces, pas de choc visible, rien qu'une voiture abandonnée. D'ailleurs, cette hypothèse, la plus simple a priori, ne va pas tenir plus de 10 minutes. Le temps pour l'adjudant de gagner le village et de s'arrêter au café pour interroger le propriétaire et les habitués. L'un d'entre eux a remarqué quelque chose de bizarre. Je lui ai serré la main sur le trottoir, il est monté dans sa voiture et a pris la direction du pont. Moi, je rentrais chez moi à pied. Quelques minutes plus tard, en montant l'escalier, j'ai entendu nettement 4 coups de feu. J'ai même dit à ma femme, tiens, ça pète là-bas.
Cette information se trouve confirmée dans la journée durant laquelle les 3 hommes de la petite brigade de gendarmerie parcourent la campagne à la recherche de leurs collègues. À 1 kilomètre du pont, dans une autre direction, un garçon de ferme occupé à traire les vaches dans le silence de l'étable a dressé l'oreille, 4 coups de feu vers la route, en bas. Il était 19h10. Maintenant, l'adjudant est plus inquiet. Le gendarme S était armé. S'il a fait une mauvaise rencontre, il a pu tirer, bien sûr. Mais un gendarme tire très rarement le premier. Surtout celui-là. Calme, bon enfant, plaisantant à tout bout de champ, ami de tout le monde. Alors, venus de commune voisine, tous les gendarmes disponibles se joignent à la petite brigade pour une enquête serrée. Mètre par mètre, on fouille les ravins, les broussailles, les champs, à la recherche d'un corps ou d'un indice quelconque. Young, le chien policier de la sous-préfecture, cherche et renifle 11 jours durant sans découvrir la moindre trace. Un détecteur électromagnétique destiné à la recherche des douilles de revolver ne donne aucun résultat. On suppose tout, bien entendu. Le suicide, la disparition volontaire, l'autostoppeur criminel, l'accident. Mais rien ne colle vraiment, d'autant plus qu'un témoignage rend l'affaire encore plus mystérieuse. À 19h10, 2 automobilistes, qui venaient eux aussi de quitter le café du village, ont pris la même route que le gendarme. Or, ils avaient à peine fait 1 kilomètre qu'ils ont aperçu devant eux la vieille 203 qui roulait lentement. Normalement, elle aurait dû être beaucoup plus loin puisque partie bien avant eux. Mais elle roulait. Les 2 automobilistes la doublent et s'éloignent. À 19h15, un autre automobiliste affirme avoir vu la 203 immobilisée et vide sur le bord de la route. Donc, le gendarme S a disparu, selon ses témoignages, en 5 minutes. 5 minutes et 4 coups de feu. Le 11e jour des recherches dans un bois, à 500 mètres du pont, un des paysans qui participait au battu trouve un képi, puis un corps, à demi dissimulé dans la neige. Le gendarme S a été tué de 5 balles de revolver 6,35 à bout portant. On lui a volé son arme et son carnet de procès-verbaux. Et c'est parce qu'on lui a volé son arme et son carnet de procès-verbaux que le village immédiatement devine, bien avant la police, bien avant les gendarmes eux-mêmes, le village sait. Il y a dans la campagne une ferme isolée, des gens bizarres qui ne parlent à personne. Un père que l'on redoute, un fils que l'on craint, une mère silencieuse et fatiguée que l'on plaint de loin. Car personne n'ose s'approcher de la bergerie. La menace et les querelles y sont trop vite déclenchées. Oh, bien sûr, on ne peut rien leur reprocher vraiment à ceux d'en haut, sinon qu'ils ne sont pas sociables. Mais depuis des années, depuis qu'ils sont là, c'est une bête qui crève empoisonnée, une récolte qui brûle mystérieusement, des graines de niel vénéneuses qu'une main sème dans les champs de céréales, et il en disparaît des choses, des sacoches, des bottes, des cordages, des lames de faucheuse, des rouleaux de fil électrique. Seulement voilà, on n'ose pas accuser et faire de procès, appeler le garde champêtre, le maire ou le gendarme, parce qu'on a peur du père Jules et de son fils Roger. On a peur de ce qu'ils cachent dans la vieille bâtisse en ruine aux volets disloqués. Ceux-là sont capables de vengeance, mieux vaut se taire. Cette fois-ci pourtant c'est l'occasion, car justement, le lundi 25 novembre, la veille de la disparition du gendarme S, il s'est passé quelque chose que tout le monde sait dans le village. Alors, qui va se décider à parler? Qui ne craint pas la vengeance du père Jules et de son fils Roger? Personne? Personne avant des mois. 3 mois de silence inquiet, de murmures grondants, avant que quelqu'un enfin ose raconter l'histoire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. En effet, il s'est passé quelque chose le 25 novembre, quelque chose de rocambolesque qui devrait plutôt prêter à rire si le drame ne régnait dans le village. L'unique marchand de chaussures dont la boutique est située sur la place en face de l'église
On avait assez de voir disparaître régulièrement de son inventaire une botte en caoutchouc, une paire de chaussons ou de souliers de ville. Cela durait depuis longtemps. Et ce lundi matin, en alignant ses chaussures sur une table de bois devant sa vitrine, il avait soigneusement attaché chaque chaussure à l'aide d'une ficelle, dissimulée, et le bout de la ficelle étant lui-même fixé à la poignée de la porte. Simple, mais efficace, car selon son habitude, le voleur en passant saisit justement le bout d'une botte, tira d'un coup et continua son chemin, mais il le continua, un chapelet de chaussures brinque-ballant derrière lui. C'était jour de marché sur la place, et il eut beau lâcher le tout prestement et s'enfuir en courant, le commerçant se mit à hurler au voleur, et la foule tenta d'attraper l'homme qui se débattit, bouscula ses assaillants et réussit à disparaître dans la ruelle de l'église, encombrée de stands de forains. Il était parti de justesse. Mais plusieurs personnes ont bien cru reconnaître Roger. Roger, le dur, le berger d'en haut. Le marchand de chaussures, cette fois-ci, est décidé à porter plainte, et il avait raconté l'histoire au gendarme S. Il faut faire quelque chose. Le Roger est un voleur, et ce n'est pas la première fois. Tu n'es pas sûr que ce soit lui. Tu ne l'as pas pris sur le fait. Mais tout le monde le sait que c'est un voleur, un incendiaire, un pillard de poulailler. C'est un mauvais. Non, bon. J'irai le voir si tu veux. Non, je veux que tu dresses un procès-verbal. Je veux porter plainte. Il y a trop longtemps que ça dure. Et le brave gendarme S avait dressé procès-verbal de la plainte du marchand de chaussures et remis le carnet dans sa poche. Il irait voir le Roger avant de la faire suivre, cette plainte. Ce garçon était bizarre, sans doute, mais il n'était peut-être que bizarre, après tout. Dans les villages de montagne, les mauvaises réputations se font vite pour peu qu'on ait l'air bizarre et qu'on ne parle à personne. Seulement, le gendarme était mort. On lui avait volé son arme et aussi son carnet de procès-verbaux. Alors le village murmurait. Une sorte de cristallisation se faisait autour de la bergerie. On attribuait déjà au père Jules et à son fils toutes les misères et les vols depuis bien longtemps, depuis la guerre. On avait entendu parler de parachutage destinés aux maquis qui avaient disparu à peine arrivés au sol, des parachutages d'armes. Et le marchand de chaussures raconte enfin son histoire à l'adjudant de gendarmerie. C'était plausible, cette histoire de procès-verbal, bien sûr. Mais l'adjudant hésitait. Quand même, on ne tue pas un gendarme de 5 balles de revolver pour un procès-verbal. D'ailleurs, comme tous les gens des environs, le père Jules et son fils avaient été interrogés, longuement même. Les gendarmes connaissaient leur réputation et rien n'avait été laissé au hasard dans l'enquête. La gendarmerie avait à cœur de découvrir elle-même et rapidement l'assassin d'un gendarme qui laissait une veuve et 2 petits-enfants. Quelques jours plus tard, à son grand étonnement, l'adjudant voit arriver dans son bureau Roger, le fils de la ferme haute. Roger le dur, comme on l'appelle. Une drôle de tête, ce Roger. Un air de taupe, un nez d'aigle bombé, large mais aux narines minces, comme la bouche d'ailleurs. L'homme porte un béret crasseux, qu'il n'ôte même pas en parlant. « Ça peut pas durer, mon capitaine. » L'adjudant n'est pas un capitaine, mais ce n'est pas grave. Il demande « T'as des ennuis, Roger ?»« Ouais, plutôt. Regardez ça. Je l'ai trouvé sous la porte de ma grange. » Et il tend au capitaine un morceau de papier chiffonné, sale, qui a été une lettre. 4 lignes griffonnées au crayon, sans signature, et qui disent « J'en sais long sur le gendarme. Si tu ne me déposes pas 200 000 francs, il y aura une autre lettre. » Tu ne sais pas pourquoi on t'accuse? Je sais rien. Tu n'as pas parlé au gendarme S une fois, avant qu'on le tue? Je sais rien. Dis-moi, Roger, cette histoire de chaussures, c'est pas moi. Ah, alors tu connais l'histoire des chaussures. Je sais rien, je vous dis. Pourtant, le marchand a porté plainte. Et mon collègue avait enregistré cette plainte contre toi. C'est des histoires. Écoute, Roger. Ça tombe bien que tu sois venu, parce que nous allions justement chez toi pour t'en parler. Tu ferais mieux de dire la vérité. Si c'est toi qui as essayé de voler les chaussures, ce n'est pas grave, dis-le. Seulement, si tu n'avoues pas, on sera obligé de perquisitionner à la ferme. Vous pouvez pas. Si on peut, on a une plainte. Vous l'avez pas, la plainte. Non, mais on a un témoin, celui qui l'a déposée, et il peut la refaire. Alors, moi je sais rien. Ça pouvait durer longtemps, ce dialogue de sourds. L'adjudant le savait bien. Il renvoya Roger le dur à ses moutons, mais dès le lendemain, une armée de gendarmes envahissait la bergerie avec un mandat de perquisition en bonne et due forme.
une armée à la recherche officiellement d'une paire de bottes ou de chaussures, mais qui espérait trouver mieux, car Roger avait pâli en répondant à l'adjudant « Vous n'avez pas la plainte !» Ce n'est pas une paire de chaussures qu'on trouva. C'est un magasin, un arsenal, une armurerie, une droguerie, une caverne d'Ali Baba. La bergerie recelait des trésors hétéroclites dans tous les renfoncements de murs, les poutres, les cheminées, sous les bottes de paille, jusque dans les tables. Il y avait un stock d'explosifs capable de faire sauter le village entier. 3 bombes artisanales mais dangereuses, des morceaux de vélo, de machines agricoles, bref, tout ce qui avait été volé dans le village depuis des années. Il y avait aussi un établi, des moulins en plâtre et une série impressionnante de clés étiquetées, accrochées à un mur. Clés de la grange, clés de la maison M, clés de placard d'école, clés de portail d'église, clés du café, clés de la mairie, etc., etc. Assis sur une solive desséchée, le père Jules et son fils se taisent. Une photographie prise pendant les fouilles les montre tous deux figés, semblables, le même béret penché sur le même nez d'aigle, le dos courbé, les bras sur les genoux. Ils regardent la terre, comme 2 statues de bois identiques. Pour les gendarmes, le résultat de cette perquisition est déjà largement suffisant, et l'on emmène les 2 hommes pour interrogatoire. La mère, elle, enfermée dans ses rides, l'œil dur, les regarde partir. À l'adjudant qui lui demandait l'emploi du temps de son fils le jour du meurtre du gendarme S, elle a simplement répondu en desserrant à peine les dents. À 6 heures, le Roger était à la maison. Il n'en a pas bougé jusqu'au lendemain. L'adjudant ne peut pas aller plus loin pour l'instant, car si la perquisition prouve sans doute possible que le père Jules et son fils, Roger, sont les voleurs du village, elle ne prouve rien d'autre. On n'a rien trouvé qui eût appartenu de près ou de loin au gendarme S. Il faudra 3 jours de fouilles et une 50aine d'hommes pour enfin trouver une preuve. Mais les cachettes imaginées par les 2 hommes étaient si ingénieuses, si bien faites, si imprévisibles, qu'il fallut tout l'acharnement des gendarmes pour en venir à bout. C'est derrière une vieille pierre, habilement scellée, durcie par le soleil et le gel, qu'apparurent enfin 3 objets accablants. La montre du gendarme, son revolver et le carnet de procès-verbaux. Mais l'instruction ne devient pas facile pour autant. Le père Jules nie le fils Roger, nie violemment avec insolence, mais toujours de la même façon, chez rien. Pour le village, cependant, l'arrestation des 2 hommes et l'inculpation officielle de Roger pour le meurtre du gendarme S dans l'exercice de ses fonctions était un véritable soulagement. Les journalistes qui se pressèrent à la bergerie et dans les environs avaient rarement rencontré un climat de telle hostilité et de peur rétrospective. C'est que le père Jules avait crié en montant dans le fourgon des gendarmes « Si on arrête mon fils, il y aura des casquettes en moins dans le bas du village !» Ils ne cédèrent jamais, ni le père ni le fils, jusqu'au procès. Ce fut la mère qui céda. Elle céda quand elle comprit que plus rien ne pouvait sauver Roger, quand on retrouva enfin, dans une ultime cachette, le revolver qui avait tué le gendarme S. Elle avait menti. Elle avait menti parce qu'elle avait peur, comme tout le monde. Le 26 novembre, elle avait vu partir son fils vers 6 heures du soir. Il conduisait la vieille camionnette. À 8 heures, il était revenu pour manger la soupe. Il avait parlé à son père et les 2 hommes étaient ressortis pour ne revenir qu'au milieu de la nuit, crottés, boueux, gelés. Ils s'étaient assis de chaque côté de la table, avaient sorti leurs couteaux et mangé comme d'habitude en silence, en mastiquant longuement le pain, la saucisse, le fromage, devant la mère, debout, qui servait le vin. En quittant la table pour aller se coucher, le père Jules avait simplement dit, sans regarder sa femme, « Si on te demande, tu diras que Roger est resté à la maison et moi aussi. » Pas besoin de menacer, mais la mère savait qu'il lui faudrait se taire, quoi qu'il arrive, quoi qu'on lui apprenne sur ces 2 hommes terribles qui étaient son mari et son fils. Le procès eut lieu en décembre 1959 et les jurés répondirent oui à toutes les questions. Oui, Roger avait tué le gendarme. Oui, son père l'avait aidé à dissimuler le cadavre. Oui, Roger bénéficiait des circonstances atténuantes. Résultat, 20 ans pour le fils, 4 ans pour le père. À la sortie de l'audience, l'un des gendarmes qui avait assisté au débat avec beaucoup de ses collègues
ne put s'empêcher de confier à un journaliste « À ce prix-là, on fait de belles cibles ?» Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.